Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à J-58 jours. Faisons le point de l'organisation de la CAN avec la FIF et le COCAN. Mais avant, nous allons donc visiter le point du partenariat entre le ministère du Tourisme et l'Olympique de Marseille. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk sur Live TV. Notre plateau sera assez particulier aujourd'hui. Il y aura différents tableaux qui vous permettront de mieux comprendre donc la préparation de la CAN. Mais je le disais à l'entame de ce programme, avant, nous allons recevoir deux représentants pour parler du partenariat entre Sublime Côte d'Ivoire, du ministère du Tourisme et des Loisirs avec l'Olympique de Marseille. Et j'ai le plaisir de recevoir ici Basile Boli, fierté internationale, voilà, qui a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille. Fier de vous avoir sur notre plateau, Basile, asseyez-vous. Et Pedro Iriondo, voilà, bonsoir et bienvenue. Basile, vous êtes coach et ambassadeur de l'Olympique de Marseille et Pedro, vous êtes directeur stratégique de l'Olympique de Marseille. Je vous présente Sarah et Barry, qui auront donc le plaisir de nous accompagner pour ce set. Très bien. Pour mieux comprendre un peu voilà, ce qui se passe au niveau de Sublime Côte d'Ivoire et de l'Olympique. Alors, Basile, essayons de rappeler un peu la genèse de ce projet-là. La genèse de ce projet, je vais laisser la place à Pedro. D'accord. Parce que c'est lui qui s'occupe de la stratégie du club. Donc, il est plus en même que moi de pouvoir... Alors, Pedro, la question vous revient. Je vais prendre la parole. Racontez-nous un peu la genèse de ce partenariat entre la Côte d'Ivoire via Côte d'Ivoire Tourisme et voilà, l'Olympique de Marseille. C'est un partenariat qui est démarré au début de cette saison 2023-2024 avec l'Olympique de Marseille. Et ça faisait un petit moment qu'on avait des discussions et on avait des différentes opportunités en tant qu'Olympique de Marseille. Et on a décidé de s'associer à cette initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs sur la Côte d'Ivoire parce que, évidemment, c'est pour nous, en tant que club, une grande fierté, un lien historique et évident entre la Côte d'Ivoire et l'Olympique de Marseille. Et ça permet au club, d'un côté, de remercier à la Côte d'Ivoire tout ce que nous a donné dans le foot au club, mais aussi ça permet à la Côte d'Ivoire de promouvoir les pays en tant que destination touristique. Et donc voilà, ça c'est l'origine de ce partenariat. De ce très beau partenariat. Sarah. Oui, bonsoir Pedro, bonsoir Basile. Vraiment heureuse de vous recevoir ce soir sur notre plateau. J'ai une question par rapport à ce partenariat justement qui est censé mettre en avant la destination ivoirienne avec des retombées, bon, pas que sur le sport, mais aussi au niveau du tourisme et de l'économie. Ma première question, c'est quelle est la durée de ce contrat, de ce partenariat? Et la deuxième, quelle est la stratégie en fait, que vous comptez déployer pour que justement il y ait un impact au niveau du tourisme? Et oui, comment concrètement comptez-vous déployer cette stratégie que vous venez juste de définir? C'est un partenariat de 3 ans qui commence avec cette saison et qu'on espère qu'il va aussi s'installer dans la durée, parce qu'on le porte avec beaucoup de fierté. Et donc ça commence bien évidemment par une visibilité très forte à travers des canaux de l'OM, des canaux de communication, dans les stades, dans l'Orange Vélodrome, dans l'équipement de l'OM. Donc on essaie de mettre les contenus qu'on produit, nos relations médias, notre visibilité en tant que club pour promouvoir la Côte d'Ivoire partout dans le monde là où l'OM a la visibilité, et spécialement bien évidemment en France qui comprend aussi un pays qui est très intéressant dans le développement d'un public qui peut s'approcher de la Côte d'Ivoire comme destination touristique. Donc au-delà de ça, c'est le début, et après on a une série d'initiatives qui vont venir. Donc aujourd'hui, on a pu échanger avec messieurs les ministres du Tourisme et Loisirs pour discuter des différentes initiatives. On a pu visiter des infrastructures. On a un match dédié à les racines africaines de l'Olympique de Marseille qui va être dédié à la Côte d'Ivoire cette saison. Donc tout au long de ce partenariat, on va dédier des initiatives pour mettre en lumière la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, nos équipes sont ici pour une première visite.
On aura une deuxième visite avec notre président aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations et des autres visites qui suivront pour échanger avec les différents acteurs et explorer différents axes de coopération avec les pays. Vas-y, un mot bien sûr, il y a une cohérence quand je viens de voir une photo de Didier Drogba qui fait partie des 9 joueurs qui ont évolué à l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, Domoro, Baki, Bakayoko, Meïté. Bon, c'était déjà des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire qui jouaient à l'Olympique de Marseille. Et là, ça donne encore un aura. Un champ plus large. Voilà, un peu plus large. On va continuer à travailler ensemble parce qu'on sait que Marseille, c'est le club le plus populaire de France. Avec les réseaux sociaux, les datas, il y a un engouement qui peut permettre aussi à certaines personnes de visiter la sublime Côte d'Ivoire. Barry. Bonsoir Pedro, bonsoir Basile. Est-ce que l'accord il a déjà été signé ou bien vous êtes là pour la signature de l'accord? L'accord était déjà signé. On a une première visite d'une délégation ivoirienne à Marseille il y a quelques semaines. Et la visite qu'on rend maintenant au pays, c'est la deuxième, notre première visite en Côte d'Ivoire en tant que club après la signature. Mais il y a des autres qui suivront. Donc on a commencé déjà à mettre en avant des actions de promotion et ça suivront par des autres actions de coopération. D'accord. Basile, est-ce que vous, par rapport au projet, vu que vous êtes franco-ivoirien, est-ce que vous n'y êtes pas pour quelque chose? C'est naturellement. Qu'il a tiré le drap de ce côté. Non, naturellement, c'est important aussi de donner une certaine visibilité parce que le tourisme en Côte d'Ivoire, avec l'intelligence du ministre du Tourisme qui veut valoriser le tourisme en Côte d'Ivoire, nous sommes naturellement des ambassadeurs, qu'on puisse faire venir plus de personnes en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il n'y a pas qu'Abidjan, quoi. Il y a le Nord, il y a l'Ouest, il y a des sites extraordinaires. Donc, si nous, on ne peut pas le promouvoir, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est clair. Sarah? Oui, moi je voudrais entendre de vous quels sont les avantages de ce partenariat pour Marseille. Pour nous, je pense qu'un des avantages principaux, et je laisserai aussi Basile suivre, c'est un partenariat très spécial parce que c'est un partenariat qui touche l'identité de nos supporters. Oui, et ça, d'un côté, nos supporters partout dans le monde et spécialement en France, ils sont très reconnaissants de ce que les joueurs ivoiriens ont donné au club. Ivoiriens, des origines ivoiriennes, il y a un lien très fort. En même temps, on est aussi très remerciant aussi de nos supporters en Côte d'Ivoire. Donc on sait qu'il y a un lien des deux côtés très fort. Et pour nous, ce n'est pas toujours le cas quand on a un partenaire dont on a un lien émotionnel qui va bien au-delà d'une action de promotion. Donc pour nous, porter ça sur nos maillots, sur nos équipements, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais, justement, j'aimerais du coup rebondir sur alors une autre question peut-être un peu plus footballistique, je dirais. La CAN a lieu sur une période d'1 mois, donc entre le 13 janvier et le 11 février. Et en parallèle de ça, on a un autre championnat en France qui a lieu, de la Ligue 1, le championnat de France. Championnat dans lequel, normalement, il y a aussi des joueurs qui évoluent, qui vont devoir être en compétition pendant la CAN. Du coup, est-ce que ce ne serait pas un petit problème, je dirais, ça pose pas un petit problème d'organisation pour les équipes de l'OM, mais pas que l'OM d'ailleurs. Toutes les équipes du championnat. Est-ce que quelque chose, est-ce que des solutions ont été apportées pour ne pas, si vous voulez, à l'avenir, pénaliser des joueurs d'origine africaine qui souhaiteraient rejoindre, pas que l'OM, même d'autres clubs, grands clubs français, etc. Quel est votre point de vue là-dessus? J'aimerais beaucoup tous les ans, on en parle parce qu'il y a des clubs qui sont démunis de leurs internationaux quand il y a les compétitions africaines. Cela dit, c'est la FIFA qui fait le calendrier. Et par rapport à ça, c'est la première fois qu'il arrive dans le foot qu'une Coupe du Monde au Qatar se passe en décembre. Donc ça a décalé complètement toutes les compétitions qui arrivent. Donc là, nous, par exemple, à Marseille, nous avons 3 ou 4 joueurs qui vont partir. Mais ce qui veut dire aussi que les clubs ont anticipé avant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être représentées pendant le championnat de première division. Mais cela dit, les clubs ont anticipé. Mais bon, il y a certains clubs à un effectif moins conséquent qui vont être pénalisés. Mais ça fait partie du foot, quoi.
D'accord. Voilà. Mais la question de suspendre pendant un mois, c'est pas possible, par exemple. Je pense que ça va être une très belle CAN. Ouais, je vais vous la vendre encore autrement. Ça, j'en suis sûre. Voilà. Vous voyez les maillots qu'on porte. Voilà, parce que les infrastructures sont en place. Il y a une vraie cohérence par rapport à ce que représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ce qu'elle a donné pendant les 20 dernières années. Des joueurs talentueux, des joueurs qui ont représenté la Côte d'Ivoire dans les 3-4 finales de Champions League. Je ne vous parle pas de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique en 2015. Donc il y a encore ce petit côté-là qui a encore surgi dans la tête des Ivoiriens en espérant gagner encore une CAN. Bâtir la troisième étoile, non, monsieur Barry? Pourquoi pas? Barry, question. Voilà, en fait, l'OM, c'est le plus grand club français, je dirais. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de foot en Afrique. Alors, en dehors de ce projet-là, en dehors de ce projet qui concerne naturellement le volet tourisme, je veux vous poser une question qui concerne le volet sport. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de développer un partenariat à l'image de ce que vous avez réalisé au Sénégal, qui a permis à des joueurs comme Bamba Dieng et autres de venir à l'OM? Est-ce que ce partenariat n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? C'est des choses qu'on sûrement on va analyser. Nous, on était très ouverts vers l'Afrique dans plusieurs domaines. Dans le domaine sportif, vous connaissez notre effectif. Vraiment, il y a un lien très fort historique, mais aussi aujourd'hui dans notre effectif, aussi dans nos centres de formation. Donc, on a toujours un regard très fort vers les continents africains. Donc, c'est sûr que grâce à ces partenariats, je suis sûr qu'on sera plus présent et on aura l'opportunité d'avoir encore plus de discussions pour étudier toute opportunité. D'accord. Oui. Sarah, allez-y. Oui, j'ai une dernière petite question pour peut-être Basile. Par rapport à votre parcours professionnel de footballeur international quand même assez exemplaire, quel serait, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui aux jeunes joueurs ivoiriens, que serait-il? Qu'ils évoluent d'ailleurs en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, quel serait ce message? C'est de se concentrer sur leur métier. Le métier, c'est le foot. Parce que c'est un métier très difficile. Sur 1000, par exemple, il y en a un qui réussit. Et il y a des opportunités. Il y a aussi la chance qui joue. Ce n'est pas les plus doués qui sont ceux qui réussissent. Donc, si j'ai un message, c'est vraiment d'être passionné dans ce qu'ils font. Et surtout, d'écarter le plus possible tout ce qui entrave le métier du footballeur, c'est-à-dire l'alcool, tout ce qui est de nature à les faire tourner autrement. Parce que le corps sain, il a besoin de pouvoir être en activité et qu'il soit performant. Voilà, c'est toujours la performance. Travailler tout le temps, et puis après, on a une chance, quoi. Alors, Basile, et justement aux responsables stratégiques, est-ce que lorsque vous regardez le championnat ivoirien, est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce que déjà vous le regardez, est-ce que vous le suivez, Basile? Je ne cherche pas là-bas. Là, il est descendu carrément dans le langage ivoirien. Oui, parce qu'en fait, est-ce que vous avez... non, mais tous les championnats sont vus. Maintenant, c'est-à-dire que un joueur qui a un nom, un joueur qui est très bon, il est tout de suite repéré dans... Il y a maintenant la data, ce qui fait qu'on a la vision de tous les championnats respectifs dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'il y a quelques joueurs ivoiriens qui sont susceptibles de jouer en première division ou à Marseille ou à Paris, etc. Mais le championnat, si on a un joueur, je ne sais pas moi, son neveu ou son truc, il a un an, on regarde et on aura tout de suite tous ces stats, quoi. Donc c'est plus facile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des scouts, nous, qui permettent de visionner tous les championnats respectifs. J'ai shooté en touche. Hein. Oui, bien. Ça, c'est une réponse politique, mais bon, elle nous convient. Merci en tout cas d'être venu pour parler du partenariat entre l'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire. Un dernier mot peut-être pour terminer, Basile ou Pedro? De mon côté, seulement remercier le ministère du Tourisme et des Loisirs et merci aussi à la Côte d'Ivoire parce que l'accueil c'était magnifique. C'était un vrai plaisir. On nous avait dit que c'était la CAN de l'hospitalité, les pays de l'hospitalité. Donc vraiment, vraiment merci. On espère que c'est le début d'un très bel partenariat et beaucoup d'opportunités de coopération.
Facile. Ben, moi, j'espère que la 3e étoile va naître sur le maillot ivoirien. Et on puis, tous, voilà, c'est le souhait. Bon, en foot, on dit merde, quoi. Bon, d'accord. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répéter, c'est clair. Mais en tout cas, merci d'être venu parler de ce grand projet du ministère du Tourisme et des Loisirs, en parenthèse avec cette belle ouverture Sublime Côte d'Ivoire et l'Olympique de Marseille qui assurément apportera encore un grand rayonnement à la Côte d'Ivoire. Merci Basile d'être venu. Je vous en prie. Merci Pedro. Merci beaucoup. Notre premier tableau prend fin. Un second tableau s'approche juste après ceci. La case info terminée avec Sharon Camara. Nous revenons sur ce plateau pour toujours continuer à mieux comprendre un peu tout ce qui va se passer autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous allons maintenant appeler ici M. Nathanaël Kouadio-Gonwa, chef de projet circulation routière au COCAN. Vous savez bien que nous aurons un gros trafic pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est avec Daouda et Edith justement que la conversation va se faire. Bonsoir, monsieur Kouadio, comment allez-vous? Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Alors, première question pour vous. Quel est le dispositif que vous comptez mettre en place, justement, pour éviter les embouteillages et les retards? Parce que pendant cette période-là, il y aura certains qui iront toujours à l'école, on aura au travail. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Merci, Christelle. Vous savez, au COCAN, on a travaillé pendant plusieurs moments pour faire en sorte que les populations n'aient pas à ressentir vraiment de façon très néfaste l'effet de la canne. Notre objectif, c'est de réduire le maximum possible l'impact de la canne sur la circulation routière. Donc, à ce stade, nous avons, pour chaque ville qui recevra la compétition, préparé un plan de circulation qui tient compte des réalités de circulation de chaque population. Et c'est ces plans-là qui vont être mis en œuvre pendant la CAN. Donc, on rassure déjà les populations que ces populations pourront se déplacer. Et la CAN aura lieu. Edith. Alors, monsieur Kouadio, on se rappelle des difficultés et des quelques couacs qu'il y a eu donc, pendant le match amical avec le Mali au niveau de la circulation, donc aux alentours du stade. Oui. Et quelques jours après, la fluidité routière était beaucoup meilleure, bien meilleure en tout cas, lors de la cérémonie du tirage au sort. Quelles sont les leçons que vous avez tirées donc, de ces erreurs et qu'est-ce qui a fait la différence? Merci Edith, j'aime bien cette expression, leçons tirées. Nous sommes dans une phase on va dire, de test pour chaque événement. Donc, à chaque événement que nous mettons en œuvre, nous avons l'opportunité de regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, qui dit plan de circulation, regarde plusieurs aspects. Aujourd'hui, quand on parle du match du 12 septembre, on a des éléments qu'il faut prendre en compte. La circulation va avec des infrastructures routières. Vous pouvez convenir avec moi que EBMP, le 12 septembre, on avait un gros sujet de circulation routière. Et contrairement au tirage au sort, le boulevard, on n'avait pas un problème d'infrastructure routière. Donc, voici la grosse différence. On avait les voies pour matérialiser le plan de circulation qu'on a conçu et la population a vraiment joué le jeu, ce qui a permis d'avoir le résultat du 12 octobre. Et juste pour répondre rapidement, il y avait beaucoup d'appréhension sur le tirage au sort parce que beaucoup de personnes se plaignaient du dispositif et ils pensaient, en tout cas pour ceux qui allaient au sport ou revenaient, qu'il y aurait des embouteillages et finalement ça n'a pas été le cas. C'est effectivement ça. Effectivement ça. Daouda. Moi j'aimerais qu'on aille à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire parce que c'est là que je suis né. J'ai essayé d'assister au match Côte d'Ivoire-Comores, mais je n'ai pas pu. Mais en même temps, j'ai vu des populations riveraines souffrir, qui habitent juste à côté du stade. Dans votre plan de circulation, qu'est-ce que vous faites pour les populations riveraines qui habitent à côté des stades, à Bouaké ou bien à Korogo, à San Pedro, mais aussi au plateau, en plein centre des affaires, où des gens travaillent là? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est ça. Est-ce que vous pouvez aller dans le détail du dispositif? Parce que vous avez dit que vous avez prévu des choses, mais vous n'avez pas vraiment allé loin. Vous n'êtes pas allé loin sur la question. Mais il ne faudrait pas qu'il oublie les riverains. Oui, c'est une occasion que vous me donnez de rentrer dans le détail. Allez-y. À Bouaké, Côte d'Ivoire, Comores, effectivement, on a eu un sujet avec les riverains. Parce qu'on a deux stades.
en Côte d'Ivoire qui sont en plein, on va dire en plein centre-ville. Le stade du Plateau et le stade de Bouaké. Ces deux stades-là ont un traitement très particulier. Aujourd'hui, ce que nous faisons au niveau du plan de circulation, on a conçu une politique de gestion des riverains. Et si vous remarquez bien à Bouaké, on a un collège juste à côté de Saint-Viateur qui est juste en bordure du stade. On a un quartier, il y a vraiment une vie qui se fait autour du stade. Donc, pour cette ville de Bouaké, on a eu l'occasion de revenir après le match, regarder avec les autorités locales, regarder avec la préfecture de police. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de faire vivre la population pendant que la CAN se déroule? On a proposé une voie qui va permettre aux populations de rentrer dans le quartier, par exemple, de Saint-Viateur, une voie que le COCAN se projette d'aménager, d'ouvrir pour les populations. Parce que dans ce qu'on conçoit comme plan de circulation, on a présélectionné des voies qu'on doit aménager en vue de permettre des contournements qui vont être aisés pour les populations. Parce qu'on a un stade qui est sur le boulevard, le stade de Bouaké, sur la A8. Ce stade-là, on ne peut pas dire parce qu'on est sur la A8, on va empêcher la population de circuler. Avec le ministre des Transports, nous étions tout dernièrement à Bouaké pour une visite terrain. Le ministre a eu l'occasion de faire chaque ville, de regarder chaque plan qu'on a conçu. Et il nous a fait des recommandations. Il y a des choses qui se préparent pour les villes qui sont dans ce sujet-là. Donc, on a une voie de contournement pour les populations qui sont tout autour du stade, tel que le quartier de Saint-Viateur, pour parler de Bouaké précisément. Mais donc, au lieu de la voie de contournement, est-ce que vous ne pensez pas que il serait possible, par exemple, de donner des macarons ou bien des badges d'accès à ces riverains? C'est effectivement ça. Quand on parle de politique de gestion, on a une approche que nous voulons mettre en place avec les municipalités. Faire un recensement des populations qui sont autour. Nous, on parle plus de véhicules. Donc, on regardera les populations qui ont des véhicules qui doivent pouvoir entrer dans le périmètre de circulation, qui habitent là. On ne va pas dire parce que le match a lieu, donc les populations ne pourront pas entrer parce qu'elles n'ont pas de macarons pour le match. Donc, on regarde avec les municipalités, voir avec les associations qui sont dans les quartiers, recenser les véhicules et puis se projeter, les mettre à disposition un macaron distinct de celui qui va au match. Pendant toute la compétition, ils auront la possibilité d'aller et de venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais m'intéresser surtout aux véhicules qui vont accéder donc, au stade, au parking des différents stades. Là, on a un test donc, demain avec les Seychelles. Quels sont les véhicules qui sont autorisés à accéder aux abords du stade et à s'installer dans les parkings? Et quel est le dispositif qui est prévu pour transporter les spectateurs jusqu'au stade? Parce que certains se plaignent, il faut que tous les tickets puissent être convoyés au stade. C'est quoi le dispositif de transport du public au stade? Ok. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a organisé un événement qui n'avait jamais été organisé. Et il est vrai que les populations n'ont pas eu l'habitude de connaître ce genre de dispositifs. C'est ça, il ne faut pas l'occulter. On est dans un événement à haut standard et ça a des règles. Et quand on entend aller sur un stade, on avait pour habitude d'aller, chacun allait à son véhicule. Chacun s'est débrouillé pour parquer. Mais avec les événements que la Côte d'Ivoire organise, nous devons permettre à notre pays de grandir en organisation. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez par rapport à sa question? Qu'est-ce que vous proposez pour demain? Je viens. Ce qui est proposé, c'est qu'il y a, comme elle a dit, des véhicules qui sont habilités à arriver au stationnement sur les airs qui sont dans le stade. Ce sont des véhicules qui auront des macarons, des passes que nous leur donnerons, c'est-à-dire les VVIP, les VIP, le staff, les médias, les premiums. Ces véhicules-là sont connus et la sécurité a tous les éléments. Ils auront un macaron sur le véhicule? Absolument. Très bien. Sans macaron, on n'a pas accès au parking du stade. Et les autres véhicules qui n'auront pas ça? Pour les autres véhicules qui n'ont pas ça, on a aussi prévu des parkings qu'on appelle des parkings relais qui sont à proximité des périmètres d'entrée du périmètre de circulation. Combien de kilomètres environ de circonférence? Ils doivent marcher pour y aller? Non, ils ne marcheront pas. Okay. Il y aura des bus? Nous vous rassurons, pour ce match, il y a 25 bus qui sont prévus gratuitement pour transporter les spectateurs qui viendront des parkings relais. Ça suffira, 25 bus? Oui, ce sont des navettes. On sait bien entendu que les gens feront des arrivées progressives. Okay. Au retour, on regarde avec la SOTRA pour nous emmener à vraiment permettre aux populations de rejoindre leurs véhicules. Et ces espaces-là ont été aménagés et éclairés, qui seront sécurisés. Pour bien comprendre, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, par rapport à la question d'Edith,
lorsque vous arrivez, en fonction de si vous avez macaron ou pas, vous êtes dirigé dans un périmètre. C'est ça. Et là, vous attendez que la navette vienne vous prendre, c'est cela? C'est ça. Très bien. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin de la compétition? Oui, c'est ce dispositif que nous mettons en place pour toutes les villes. Faire en sorte qu'il y ait des parkings dans le stade et des parkings qui sont dits relais pour ceux qui n'ont pas de macaron pour arriver au stade. Et là, on a des navettes pour les transporter jusqu'au stade. Très bien. Daouda. D'accord. Aujourd'hui, j'aime bien convoquer l'histoire parce que vous vous rappelez, en 2009, 19 personnes ont trouvé la mort dans une bousculade au stade Félix Houphouët-Boigny, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Côte d'Ivoire, Malawi. C'est ça. Et quand on espère le meilleur, on envisage aussi le pire. Dans votre plan de circulation, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a un plan qui a été mis en place en cas d'incident ce jour-là? Même si on est dans le beau, c'est bien, c'est réel, tout et tout. Mais s'il y a un incident, un accident, une bousculade, du feu, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qui a été mis en place? Vous avez vu tout à l'heure, je disais, la Côte d'Ivoire est en train d'organiser des événements à haut standard. Dans le plan de circulation que nous concevons pour la CAN, il y a ce qu'on appelle les voies d'évacuation d'urgence. Ça, c'est un principe vraiment très strict pour nous. On ne conçoit pas de plan de circulation sans penser au pire. Donc, pour tous les stades, pour toutes les villes, on a l'itinéraire qui est déjà défini jusqu'au centre de santé qu'on a arrêté pour recevoir les premiers blessés. Donc, que ce soit à Boaké, à Korogo, à San Pedro, à Abidjan ici, on a un itinéraire qui ne doit jamais être obstrué. Et aussi, on a aussi des héliports sur les stades. Des héliports, oui, très bien. Ça, c'est une exigence pour la CAF. Donc, les héliports permettent de pouvoir vraiment faire des évacuations au cas où on est vraiment dans un cas extrême. Donc, l'organisation que nous sommes en train de faire, c'est vraiment amener notre pays à montrer un visage vraiment autre en termes de grands événements. Voilà. On a vraiment une voie qui est dédiée pour les ambulances au cas où il y a des évacuations qui sont nécessaires. D'accord. La dernière question, Daouda. Et du coup, comme vous parlez d'héliports et tout ça, quel est le dispositif de communication que vous avez mis en place au cas où, pendant l'événement, il y a des itinéraires qui changent? Quel est le dispositif de communication concret? Le dispositif de communication, déjà, je vais vous dire que pour ce qui concerne nos plans de circulation, on a au COCAN déjà une communication basique. Et pour ce qui est de la CAN, je tiens à vous rassurer, le gouvernement a pris le sujet à bras le corps. On a eu des séances de travail qu'on a fait et le CICG a été avec nous sur les différentes réunions qu'on a faites. Donc, ce sera des communications très lourdes. Et pour ce qui concerne les cas d'urgence, comme vous dites, vous savez, ce sont des éléments sensibles. On a un dispositif de communication au cas où le dispositif doit changer. Mais ça, ce sont des éléments sécuritaires. On ne va pas venir vous dire comment est-ce qu'on va communiquer. Rassurez-vous, on a prévu des éléments pour faire des évacuations et en fonction de la situation qui se présente, on va mettre en œuvre tout ce qui a été prévu. Donc, nous, on attend que les Ivoiriens et les Ivoiriens viennent pour voir déjà ce qui se passera demain afin d'enlever le souvenir triste qu'on a eu. Je viens d'évoquer. Voilà, pour les éliminatoires de la Côte d'Ivoire contre le Malawi et pour le match qu'on a connu le 12 septembre. Pour ceux qui ont été déjà à Ebempe, je voudrais vraiment insister là-dessus. Ils ont vu le chef-d'œuvre que le gouvernement a fait sortir de terre. On a un échangeur très beau qui permet de ne pas revivre ce qu'on a vécu. Vous savez, on était confronté à une situation où les piétons et les véhicules s'étaient tous agglutinés. Engorgés, oui. Oui. Mais là, pour ce match, on aura des voies totalement différentes. On aura des voies pour les véhicules et une voie pour les spectateurs qui auront jusqu'à 4 entrées. Au lieu d'avoir une seule entrée pour arriver, ils auront jusqu'à 4 entrées pour arriver à leur place dans les tribunes. Donc, c'est pour dire que vraiment, on se projette, on a fait des tests, on les améliore. On n'est pas totalement en train de dire qu'on a... Vous êtes parfait. Non. On travaille en amélioration continue. Très bien. Donc, jusqu'à la CAN, vous aurez la recette idéale pour l'Afrique et pour le monde. La Côte d'Ivoire se prépare à cela. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes M. Nathanaël Kouadio-Gonwa, chef de projet circulation routière au COCAN. Merci d'être venu. Et on espère vous avoir encore parce qu'il y a tellement à dire.
et que la communication sur le dispositif, les interdictions, j'ai vu tout à l'heure quelque chose passer, interdit de stationner de 18h à 22h dans des points précis. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à revenir, le plateau vous appartient. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre tableau, avant-dernier tableau, se retire. Nous allons maintenant laisser la place à Élisée Boloubeu et à Alain Toussaint de venir. On parlera justement avec eux, avec le directeur exécutif de la FIF. Restez avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre spécial CAN démarre maintenant avec ce set. Isabelle Vauvre-Rella, Herman Aboua également, tous dans la tenue, n'est-ce pas, de célébration de la victoire prochaine des éléphants. Dites oui, pas de commentaires. Alors, avec beaucoup de plaisir, nous allons recevoir maintenant M. Janvier Kouakou, chef du département billetterie au COCAN. C'est une question qui, voilà, fait couler beaucoup d'encre. On a besoin de comprendre pas mal de choses sur la billetterie, comment ça se passe, comment avoir les tickets, combien coûte-t-il. Bonsoir, Monsieur Kouakou. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est vrai que vous êtes tous là, mais ce n'est pas un fauteuil blanc, rassurez-vous. C'est juste pour nous l'occasion de vous poser des questions assez précises. D'accord. Est-ce que le système mis en place par le COCAN pour cette CAN-là permet de réguler, de gérer tout le besoin de tickets que justement la CAN pour cette célébration footballistique va pouvoir occulter? Merci beaucoup, Christelle. Effectivement, le COCAN a pris toutes les dispositions, mais il faut noter que le système a été, n'est-ce pas, choisi par la CAF elle-même. Et c'est une grande première pour cette organisation de pouvoir avoir une billetterie hybride, c'est-à-dire les billets numériques. Donc, toute personne qui va en ligne via le lien peut payer son billet en ligne. Et il y a les billets physiques. Les billets physiques, on les trouve dans les points de vente et tout le monde sera servi. Isabelle. Et justement, pour mettre véritablement les pieds dans le plat, est-ce que les box que vous allez mettre en place justement pour la vente de ces billets physiques, est-ce que ça va couvrir l'ensemble du territoire national? Effectivement, on aura près de 67 points de vente sur tout le territoire ivoirien. Les box, on veut plus être focus dans des points de vente comme la Poste, puisque aujourd'hui le réseau de la Poste est très étendu sur tout le territoire. Et on a aussi les mairies, des sous-préfectures et des préfectures qui vont servir de points de vente. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu quand même un communiqué qui n'a pas été assumé par... qui ne venait pas de COCAN, selon ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, quel est le dispositif réel des prix des billets? Quelles sont leurs catégorisations? En quoi est-ce que ces prix détaillés-là sont différents de ce communiqué que le COCAN a récusé? Le fait qu'on a eu il y a quelques jours, en fait. Écoutez, en fait, il y a plusieurs catégories de billets. On a les billets VVIP, les billets VIP, qui sont des billets qui sont seulement que pour la CAF et le COCAN, les autorités du COCAN. Après, vous avez les billets hospitalité. Ces billets-là, c'est les billets corporate qui permettent aux entreprises, n'est-ce pas, de pouvoir inviter des gens dans des loges ou avoir des places un peu plus distinguées. Voilà. Et après, nous avons les billets en catégorie 1. Les catégories 1 sont à 20 000 francs, surtout pour le jour de l'ouverture, d'accord, 5 000 francs pour les catégories 3. Et entre la catégorie 3 et 1, il y a la catégorie 2 qui fait 5 000 francs. Donc, tout le monde est servi. Personne n'est mis, n'est-ce pas, de l'autre côté. Tout le monde peut avoir ses tickets, d'accord, et il n'y a pas de problème. Quel est le plus petit prix de billet pour terminer avec la question? En fait, il faut noter que le gouvernement a pensé à tout le monde. On a discuté avec la CAF. Les prix des billets en Abidjan ne sont pas les mêmes prix que les billets à l'intérieur du pays. Par exemple, ici, le plus petit prix est de 2 000 francs. C'est pour les matchs de poule. Pour les matchs voilà, tout ce qui est comme match de poule, c'est à 2 000 francs. Et les billets à l'intérieur sont à 1 000 francs. Donc, vous voyez qu'on sait que les gens n'ont pas les mêmes moyens financiers et tout ça. Donc, on a pensé à tout le monde pour que tout le monde, chacun puisse avoir des billets. Sans oublier, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont prendre des billets, des entreprises citoyennes, pour des étudiants, pour des élèves,
pour inciter les gens à aller à cette fête. Isabelle. La CAN, on aura environ une cinquantaine de matchs, ce qui représente à peu près 1 500 000 billets qui seront vendus. Quel est le logiciel que vous allez mettre en place pour pouvoir supporter donc ce flux d'achat de billets en ligne et surtout, quelle est sa capacité? Il faut noter que cette base de 1 500 000 billets, effectivement, se trouve sur un système, mais on vous a dit qu'on a deux canaux. C'est-à-dire, on a, n'est-ce pas, le site en ligne qui prend 15% de toute la capacité. Donc, quand vous parlez de 1,5 million, c'est 15% qui seront mis en ligne d'abord pour voir un peu comment est-ce que les Ivoiriens se comportent. C'est ce qui a été fait récemment, je pense. Voilà. Non, en fait, récemment, on a mis un lot en ligne. Et bien, ça allait vite parce qu'il y a du monde qui sont allés récupérer, payer leur ticket. Et donc, on a dû fermer pour que le lendemain, on puisse prendre des dispositions pour que l'Ivoirien lambda puisse payer ses tickets. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui se trouve au bout du monde peut, n'est-ce pas, payer son billet en ligne en toute sécurité. Monsieur Kwaku, vous allez mieux expliquer. Hein. Les billets qui étaient en ligne, vous avez arrêté la vente. Pourquoi? Pour mieux comprendre. En fait, il y a eu un quota de billets qui a été mis sur le système. Combien? On était autour de 10 000 billets. On s'est dit, bon, on faisait le premier lancement et qu'il fallait, les gens n'étaient pas habitués, surtout que la vente en ligne en Afrique, c'est la première fois d'avoir une billetterie hybride pendant la CAN. Et donc, c'est allé très vite. Donc, il fallait charger le système pour mettre suffisamment de billets. Aujourd'hui, nous avons mis encore autant de billets. Nous sommes prêts à pousser le système jusqu'à 25 à 30% du nombre de billets sur le système. Donc, les 10 000 ont été épuisés. Et c'est fini. Isabelle? Ou du moins, Herman, pardon. Voilà. En termes de contrôle de l'accès dans ce dispositif, vous savez qu'on est dans tout ce qui est numérique et autres et qui fait appel à l'informatique. Il y a toujours des hackers, enfin, puisque on parle de paiement en ligne. Quel est le parcours d'abord client pour s'orienter? Et puis, surtout, quand on a des sièges qui sont numérotés, comment est-ce qu'on évite aussi les problèmes de paiement en ligne? D'accord. En fait, pour le paiement en ligne, il y a toute la sécurité qu'il y a autour de ce système. Vous savez, les paiements en ligne, c'est des agrégateurs de paiement. Ils prennent toute la sécurité qu'il faut. Toute personne qui a son billet, d'accord, se retrouve au stade. La première des choses, c'est de savoir, j'entre à quelle porte. Donc, sur le billet, vous verrez la porte soit A, vous recherchez la porte A. Dès que vous retrouvez la porte, disons l'entrée A, vous allez retrouver votre entrée, qui est une entrée, peut-être l'entrée 1, la porte 1. Ensuite, vous allez vers l'escalier. L'escalier, le box, c'est-à-dire le bloc. Après le bloc, le rang siège. Mais comment on retrouve tout ceci? Il y a des gens tout est sur le billet et il y a le service au spectateur qui est à côté. Pour des gens qui ne savent pas lire, ils sont orientés. Les gens seront coachés depuis les bus qui vont être ramassés. Et on a prévu des spots pour pouvoir montrer à l'Ivoirien comment lire son billet. Ah, très bien. Isabelle. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, en fait, enfin, on a vu en tout cas l'engouement que suscitent les matchs avec la vente des billets, etc. Quelle est la quote-part, en fait, de cette masse de vente-là pour la Côte d'Ivoire et surtout, quelle est la quote-part pour la CAF? Bien, écoutez, la Côte d'Ivoire gagne, n'est-ce pas, pour cette compétition, c'est 1 500 000 billets. Ça, il faut noter que selon le post-agreement, il y a un pourcentage qui revient à la Côte d'Ivoire, donc à la FIF. Combien? Lequel? D'accord. Ou bien on ne peut pas parler d'argent ici? Non, ici, on ne parlera pas, n'est-ce pas, du pourcentage, mais il y a un pourcentage qui revient, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire qui va être reversé à la FIF. Oui, mais est-ce que ce pourcentage se situe entre 10 à 30% ou Herman, Isabelle avait la parole. Herman, c'est elle qui avait la parole. Permettez qu'elle finisse. Par un souci en fait, de transparence, vous pouvez dire au moins aux Ivoiriens combien est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans ce dispositif en termes de quote-part. Vous pouvez peut-être ne pas le dire, le cas de la CAF, mais au moins pour la Côte d'Ivoire, quel est le pourcentage? Je vois M. Janvier Kwaku sourire. C'est un sourire qui annonce la bonne nouvelle. Donc, ça fait combien? Ben, écoutez, on a au moins 20%, n'est-ce pas, de ce que va rapporter, n'est-ce pas, les tickets. Il faut noter qu'au niveau même aussi de la CAF, les 80%, n'est-ce pas, qui sont censés peut-être revenir, c'est pour soutenir le football africain. Donc, c'est des dispositions qu'on prend. Et c'est des choses qui peuvent changer à n'importe quel moment. Ça, ben, je pense que c'est avec nos autorités que ça va se gérer.
Qu'est-ce qui a été prévu pour contrer la surenchère qu'on a vu ici à certains moments de rencontre des matchs des éléphants, la surenchère avec un billet qui coûte 5 000, finalement on le trouve à 10 000 ou 15 000 aux abords des stades. Il faut noter que ce qu'on a pour habitude de faire, c'est que les gens payent des billets, payent plusieurs billets, et ils se retrouvent au bord du stade pour revendre ces billets. On a pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas de revendeurs. Même sur les billets, c'est marqué qu'il ne faudrait pas revendre les billets. Une chose qu'il faut noter, qui est très importante, chaque billet est nominatif. Un individu ne peut pas payer un billet au-delà de 6 billets. Et pour toute la compétition, vous ne pouvez pas dépasser 30 billets. Et il y a encore ce qu'on appelle les ventes groupées pour les entreprises ou les institutions. C'est de là-bas que quelquefois vient ce genre de choses parce que quelqu'un peut prendre 1000 billets et après les 1000 billets peuvent se retrouver sur le marché noir. Ces billets-là sont identifiables. Et dès qu'on retrouve un billet dans le marché noir, ben, forcément, c'est lié à une institution, à une entreprise, et ils vont répondre devant les autorités. On a vu récemment la fake news relative donc, au prix des billets. Oui, Herman en parlait tout à l'heure. Voilà, donc quelle est la stratégie de communication que vous allez mettre en place justement pour contrecarrer donc, tout ce qui va se passer relativement à la billetterie? Bien, écoutez, ça, je pense que c'est avec le département de la communication. Ils sont en train de prendre vraiment toutes les dispositions pour pouvoir pallier à cela. Moi, je veux revenir quand même sur la question des billets. Tout à l'heure, j'en parlais de fake news. On a vu le communiqué rectificatif par rapport aux fake news, enfin, le communiqué de fake, on avait parlé de palier de 5 000 à 15 000 francs les billets. Or, finalement, le document fake qui était plus détaillé, aujourd'hui, on constate que les prix qui sont faits rentrent carrément dans cette trame les prix du de fake billets et du fake. les prix du nouveau se ressemblent. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui a marché? Ben, je saurais vous répondre. Les fake news, vous savez qu'il y a... Ce n'était pas une fuite. Ça peut être une fuite, d'accord? Une fuite de vos services? Bon, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire que c'est une fuite de notre service, d'accord? Parce que les prix, c'est la CAF qui est censée mettre ces prix-là sur le site. Et donc, si on a des documents, n'est-ce pas, en interne qui se retrouvent, n'est-ce pas, sur la toile, ben, ce n'est pas le COCAN qui a mis ces documents-là officiellement justement, sur la toile. J'aimerais, Herman, qu'on poursuive un peu sur le point. Pourquoi vous avez donné un point un peu important? Vous dites que les prix du fake et les nouveaux prix communiqués se ressemblent. Exemple. Oui, mais il vient de détailler carrément les nouveaux prix. Hein. Et ici, lorsqu'on faisait l'analyse, dans le fake, on avait quoi comme dans le fake, il y avait les 1000, effectivement, des catégories par stade. Par stade, il y avait des prix de 1000 francs, effectivement, à 2000, on avait ça. Or, dans le communiqué officiel qu'on avait eu après de rectification, c'était seulement à partir de 5000. Et même les Ivoiriens se plaignaient, pourquoi est-ce qu'on allait avoir des tickets à 5000? Et c'est pourquoi je lui ai même posé la question à savoir quel est le plus petit prix de billet. Il est revenu sur les 1000 francs et les 2000 francs. Voilà. Donc, il ressemblait carrément au communiqué de fake. Il a dit que c'était deux choses bien distinctes. Hein. Non, en fait, les histoires de fake news et autres, vous savez, nous sommes dans une entité, d'accord? Et officiellement, on doit pouvoir mettre des prix sur, sur un site Internet. Si le COCAN ne met pas les prix elle-même, que quelqu'un, je ne sais pas par quel moyen les met, ben, ce n'est pas le COCAN. Très bien. J'aimerais revenir un peu sur le logiciel dont on a parlé tout à l'heure. Quelle en est sa capacité? Quelle est la capacité de ce logiciel, en fait? Quand vous posé la question, vous n'avez pas répondu. Quand vous parlez de capacité, de quoi vous parlez? Combien de tickets peut-il vendre? Exactement. En temps réel. Non, vous savez, les logiciels sont des logiciels outillés pour ce genre d'événements. Donc, pour la vente en ligne, on met le maximum qu'il faut, comme on l'a dit, autour de vous avez dit 25 10 000 francs, et puis 10 000, pardon, et après, vous allez rajouter encore? Non, on avait mis 10 000 qui sont partis. Aujourd'hui, on a mis 25% de 1 500 000 billets sur le système. Mais le système, en lui-même, au niveau de la base, c'est 1 500 000 billets qui sont déjà chargés. Okay. À partir du 13 décembre, on va lancer la vente des billets physiques. C'est-à-dire, je pars à mon box, on crée un compte rapidement et je paye mon billet. Ça, c'est en temps réel. Bon, sur les questions de billets, ce que je ne comprends pas, l'objectif, c'est de vendre tous le 1 500 000 billets. C'est ça. Ou est-ce qu'on a un système en ligne qui peut nous permettre d'absorber un grand nombre de billets et on privilégie encore le billet physique par rapport à cela, du moment où
quand vous dites qu'il y a 10 000 que vous avez libérés, les 10 000 sont terminés. Un match, nos stades à leur capacité, c'est environ 20 au système hybride, 20 000, au système oui, en ligne. Numérique. Pourquoi est-ce que c'est pas parce que peut-être le logiciel qui a été pris est un logiciel de petite capacité qui ne puisse pas régler les transactions? Il a dit 1,5 million. Non. Vous savez, vous avez vu qu'on a lancé la vente de billets en ligne. C'est le premier moyen de... C'est-à-dire on a lancé d'abord cette vente-là. Tant que les Ivoiriens payent les billets, on ne fait que charger les billets. Mais, M. Herman, vous savez bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plus liées aux billets physiques. Dans nos villages, c'est-à-dire vous arrivez à Korogo, à San Pedro, les gens sont plus rassurés à payer leurs billets en ligne. Il y a des gens qui ne veulent même pas aller, plutôt physiquement aller au box pour payer leurs billets. Donc, on a préféré mettre ces deux systèmes-là pour que celui qui se sent là où il se sent à l'aise, il prend son billet. 10 000 en 1 heure quand ça finit, peut-être l'heure qui suit, pourquoi on ne charge pas encore 10 000? Eh bien, là, on a chargé des billets, d'accord. Là, nous sommes autour de 25 000 billets qui sont achetés en ligne. On attend. Les gens, ils appellent. Et vous avez parlé de logiciel. Vous savez, un logiciel qui est mis en ligne, il faut le dimensionner en fonction, n'est-ce pas, des gens qui viennent en ligne. Vous ne pouvez pas lancer un logiciel tout de suite et puis attendre que 50 000 personnes viennent payer un billet tout de suite. Non, il faut le dimensionner au fur et à mesure. En termes de contrôle et surtout de sécurité, quel est le dispositif que vous avez mis en place justement pour éviter en fait la fraude de ces billets-là? Que quelqu'un puisse en fait imprimer les mêmes billets et faire... voilà. D'accord. Je pourrais vous dire, madame, si vous prenez un billet physique, essayez de le photocopier. Vous savez bien qu'on a dit ça du Titanic, il a coulé. Hein. C'était le bateau le plus sûr. Écoutez, il a coulé, en fait, vous savez, en matière de billetterie, on ne dira pas que les gens ne savent pas. Il y a toujours des petits malins. Mais pour ceux qui sont censés contrôler les billets physiquement, d'accord, il y a un certain nombre de dispositifs. Le billet en lui-même a près de 5 niveaux de sécurité sur le billet. Et donc, ce n'est pas évident, mais on sait que les gens peuvent toujours tenter des choses. Mais nous aussi, on prend des dispositions pour reconnaître le faux du vrai. Très bien. Jusqu'à quand on peut s'attendre à ce que la CAN, toutes les rencontres soient sold out, c'est-à-dire que payées d'avance? Ben, dès qu'on ouvre... là, par exemple, pour quelqu'un qui veut payer ses billets, depuis le match d'ouverture jusqu'à la finale, vous pouvez payer vos billets. Ah, c'est ouvert, très bien. Voilà, tranquillement, c'est ouvert pour tout le monde. À vous entendre, on a l'impression que tout est beau, tout sera parfait, etc. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, quels sont vos challenges aujourd'hui au niveau de votre département? Notre challenge aujourd'hui, c'est d'amener l'Ivoirien lambda à aller sur le site, payer son billet. S'il y a des problèmes techniques, voir le support pour être servi, inciter tous les Ivoiriens à payer les billets dans des points de vente, ne pas payer des billets dans la rue. C'est ça le gros challenge qu'on a. Il y a un système de réclamation? Oui, effectivement. On a un call center qui est en place parce que vous savez, les gens, ils créent quelquefois les pénuries de billets. Il n'y a plus de billets, il y a plus de... Vous appelez le call center vous dira où trouver ces billets-là. Le numéro du call center? À partir du lundi, la TCI pourra nous mettre à disposition l'élément. Vous l'avez dit, vous appelez le call center, je pensais qu'il était disponible. Non, en fait. pas encore. Très bien, c'est en prévision. Herman. Quelle est la politique COCAN aujourd'hui pour que les stades soient pleins? Parce que quand on parle de vente de billets, il faut bien, pour que le spectacle se fasse, il faut bien que les stades soient pleins. Et je compléterai sa question, surtout quand la Côte d'Ivoire ne jouera pas. Bien, merci. Vous savez, on a pris toutes les dispositions. Vous regardez un peu aujourd'hui la Women's Champions League qui se joue à Korogo et à San Pedro. Les préfets font un travail formidable. Vous verrez, peut-être que vous avez déjà vu à la télé, tous les matchs étaient carrément pleins. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Il y a eu une mobilisation. Et l'État a pris sur lui de prendre des tickets et inciter la population à le supporter. Pour la CAN, nous avons une commission mobilisation qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il y a des communautés, il y a des étudiants et des entreprises comme des institutions sont prêts à prendre des billets pour pouvoir inciter cette jeunesse-là à aller comment on appelle ça? Au stade. Donc, on pense, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, une équipe chez celle où je ne sais pas qui joue, ben, vous ne savez pas, il n'y a pas de pays à côté. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a prévu que, par exemple, Treichville puisse supporter le Sénégal. Donc, tant que le Sénégal joue, tout Treichville est censé aller supporter le Sénégal. Et vous nous dites ici que tout Treichville auront déjà les billets gérés par...
Le Kokan. Le Kokan. Oui. Ah, très bien, ça sera offert. Hein? Non, en fait, pour ça, je vous ai dit que les billets, il n'y a pas de billets gratuits. Les billets, on doit les acheter. Ben, c'est quelqu'un qui les achète. Ça peut être une institution, une entreprise citoyenne. Ça peut être offert, mais bon. Très Juif ne viendra pas acheter son ticket, je veux dire. Ils viendront supporter le Sénégal, parce que la Côte d'Ivoire ne joue pas, il faut que le stade soit plein, mais les tickets seront offerts. C'est ça. Très bien. Messieurs, dernière question. Messieurs, dames, dernière question. Oui, bon, elle est un peu légère, hein, ma question. C'est juste de savoir, en fait, au niveau de votre département, est-ce que vous avez des besoins en termes de volontaires ou bénévoles? Et à quel niveau, en fait, ça se situe? Bien, au niveau du département, effectivement, on a besoin de volontaires. Tout ça a été déjà pris en compte par le département volontaire. Et nos volontaires sont en train d'être formés sur les différents sites. Parce que quand on parle de volontaires au niveau de la billetterie, il y a différents types de métiers. D'accord, voilà. Donc, tout le monde est en train d'être formé. On n'a pas de souci, ça va. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez revenir sur la question qu'on a posée pour les matchs où la Côte d'Ivoire ne jouera pas. Pour terminer, rassurer le peuple ivoirien. Ceux qui sont par exemple à Korogo, à Saint-Pédron, enfin partout en Côte d'Ivoire, vous rassurer qu'ils pourront avoir bientôt une communication ou se procurer les tickets pour aller supporter ces équipes-là qui joueront. Effectivement. Très bien. Dernière question, les 67 points de vente, est-ce qu'on aura leur dispositif géographique sur la Côte d'Ivoire? Effectivement. On aura, très bientôt, à partir du 13, on mettra tous les points de vente en ligne sur tous nos canaux. Le 13 décembre. 13 décembre. Très bien. On vous attend le 13 décembre alors. Il n'y a pas de problème. Le 13 décembre, vous les aurez. Surtout qu'on a un lancement pour le 13. Et ça sera c'est assez, 67, ça pourra servir tout le monde? Oui. Très bien. Oui. Parce que sur par exemple des grandes communes comme Yopougon, on a par exemple 10 points de vente. Voilà, et les autres villes, vous avez 5, 6 points de vente. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kwadio Kwaku Janvier, vous êtes chef de département billetterie au Kokan et on a eu beaucoup de plaisir d'être avec vous, surtout pour expliquer comment est-ce que cette affaire, comme disent les Ivoiriens, cette affaire de billetterie marche. Merci beaucoup. Merci. De vous êtes prêtés à notre jeu. Vous restez en notre compagnie. Le second tableau est fini. Un autre se prépare. À tout de suite. La toute dernière conversation de ce grand talk, toujours sur la compétition à venir. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons maintenant M. Désiré Armand Gourourou, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener la conversation, Élisée Boloubeu et Alain Toussaint. Merci d'être avec nous. Demain, nous avons un match important. Comment est-ce que la FIF, justement, prépare ce match, l'état d'esprit des éléphants? Comment ça se passe? Je veux dire que la FIF prend toutes les dispositions pour qu'on ait un bon match. Un bon match d'abord au plan organisationnel. Et puis, faire en sorte aussi que la Côte d'Ivoire puisse se réjouir pour le résultat à la fin. Très bien. Alain Toussaint? Alors, monsieur le directeur exécutif, est-ce que toutes les inquiétudes sont dissipées concernant l'état du stade, notamment la pelouse de Bempé, qui est l'objet de pas mal d'informations, de vidéos, de photos sur les réseaux sociaux? Il a encore plu. Est-ce que vous pensez que elle aurait été aussi agressée, Alain? Elle aurait été agressée selon un communiqué, donc en guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour assurer les fans qui vont faire le déplacement? Écoutez, vous savez, un match qui a été programmé sur un stade, la règle veut qu'on ne programme un match que sur un stade qui est opérationnel. Et donc, si le match qui a été programmé est BIP, c'est que le stade est opérationnel. Maintenant, il y a quelques petits dysfonctionnements, des corrections à faire, mais qui ne peuvent pas, à mon sens, entacher la pratique du football. Donc, le ballon va rouler sur ce stade-là. Et puis, bon, on verra. Il y a eu des difficultés au niveau de la pelouse sur le dernier match. Suite à la pluie, des corrections ont été apportées sur le drainage, des corrections ont été apportées à certains endroits. Après ça, la fédération a organisé un match test le 8 de ce mois pour voir comment la pelouse allait réagir. Le match qui a eu lieu, c'était un match de Ligue 2. On a pu apprécier la réaction et à partir de là, des corrections ont été encore apportées. Et je pense que c'est progressivement qu'on pourrait donc tout naturellement juguler tous les problèmes constatés.
Assurément, après, je reviendrai sur le point du communiqué pour mieux comprendre. On dit que la pelouse a été agressée, donc il faut donc interdire un entraînement là-bas pour bien comprendre et surtout rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale également qui compte sur ce match-là. Élisée Boloube. D'accord, nous sommes à précisément 53-54 jours de la prochaine CAN et bien peu d'Ivoiriens peuvent aujourd'hui donner une ossature à cette équipe sélection nationale. Quand est-ce que vous, M. Amangourou, la fédération pense que les Ivoiriens seront en droit d'avoir une idée claire de cette ossature? Alors nous sommes à moins 58 jours, Élisée. Alors vous savez, le football, il y a de ce qu'il y a de plus, j'allais dire... aléatoire? Non, pas aléatoire. C'est là où on retrouve autant d'entraîneurs que d'habitants dans le pays. Que d'habitants dans le pays. Quoi. Et puis donc, voilà, chacun fait sa projection. Mais nous, en tant que praticiens, ce que je peux dire, une équipe n'est jamais prête avant le jour J. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout entreprendre, mais le jour J, tant que le jour J n'est pas arrivé, vous n'êtes jamais prêt. Oui, mais monsieur Amangourou, ce que vous dites est beaucoup inquiétant. Je pense, j'imagine déjà le nombre d'Ivoiriens qui écarquillent les yeux devant leur poste téléviseur. Oui. Parce que là, l'objectif assigné à M. Gassé, à moins que je me trompe, c'était qu'il nous permette de remporter la Coupe d'Afrique chez nous à domicile. Non, mais en fait, vous êtes inquiet parce que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Ok, d'accord, peut-être que donc je vais mieux vous expliquer. C'est ça, ok. Quand je dis une équipe n'est jamais prête avant le jour J, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous pouvez tout mettre en œuvre. Et donc, pensez être prêt, gagner tous les matchs amicaux, gagner tout ce que vous voulez. Et le jour J de la compétition, si vous n'êtes pas dans la bonne forme, vous passez à côté de vos compétitions. C'est simplement ça que je veux dire. Pour faire comprendre que l'équipe travaille. L'encadrement technique fait en sorte d'avoir le meilleur commando. Mais le meilleur commando ne sera apprécié que le jour de l'acte qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous allez faire 1000 entraînements pour accomplir une mission. Mais c'est le jour de la mission, on saura que vous avez bien fait votre préparation et que vous avez réussi si vous atteignez votre objectif. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce n'est pas pour nous, le plus important, ce n'est pas qu'avant le jour J, que nous pensions Ivoiriens que nous sommes les meilleurs du monde. Parce que vous savez, l'équipe qui gagne une compétition, c'est celle-là qui devient la meilleure. Pas avant. Alors dites-nous, parlons justement de la préparation des éléphants. On a pu observer que depuis plusieurs mois, les éléphants se regroupent dans un hôtel. Et selon nos informations, il est également prévu que la sélection nationale réside dans une résidence à Cocody et s'entraîne dans des terrains qui sont extérieurs. On est quand même un peu troublé pour le pays hôte. Comment pensez-vous réunir les conditions d'un succès? Est-ce que nous n'avions pas les moyens d'avoir, entre guillemets, une sorte de Clairefontaine, un centre de regroupement pour les éléphants? Et aujourd'hui, voilà les joueurs on les voit souvent dans les travées d'un hôtel proche de l'aéroport. Avec des visiteurs. Voilà, avec des visiteurs. Voilà. Est-ce que les conditions sont réunies pour se concentrer, pour travailler? Alors, à ce niveau, je pense qu'il faut se tranquilliser. Le président Yacine Diallo et son comité exécutif ont mis tout en œuvre pour sécuriser l'environnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, que l'équipe soit logée dans un hôtel ou pas, vous savez, le dispositif qui est mis en place, on privatise souvent des paliers. Si donc vous avez un hôtel, vous n'allez pas vous seul occuper tout l'hôtel parce que ça va faire des charges énormes. Mais certains pays le font, hein, certains pays développés, certains pays qui ont de gros moyens. Quand ils arrivent, ils peuvent privatiser tout un hôtel. On l'a déjà vu avec certains pays. Quand ils se déplacent, mais pas quand ils accueillent une compétition. Non, mais alors ce que ça veut dire, quand le problème que vous posez, ça voudrait dire qu'en amont, il faut qu'on ait réglé ces problèmes de logement. Mais vous connaissez la situation. Oui, mais depuis 2014, on avait la CAN. Donc on aurait pu, en 10 ans, enfin presque 10 ans, construire un centre d'hébergement pour l'équipe nationale. Pourquoi la fédération ne l'a-t-il pas fait? Vous savez, la fédération n'a pas pour mission de construire les infrastructures d'hébergement. Un Clairefontaine à l'Ivoirien, par exemple, par exemple. Par contre, ce que la fédération a comme mission de faire, c'est de créer un centre technique de développement du football. C'est de cela dont je veux parler. C'est ce que la fédération est en train de faire. Le président Idriss, quand il prend fonction, c'est tout de suite l'une de ses missions prioritaires. Et vous allez voir que les jours, les mois à venir, vous allez voir un centre technique rénové, relooké. Pour ceux qui suivent l'actualité,
ils ont dû constater que depuis 48 heures, dans un organe officiel des Côte d'Ivoire, il y a un avis qui a été lancé pour la rénovation du centre technique de Benjerville. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un peu plus tôt? Mais vous savez, plus tôt c'est quand le président Yacine Didraoui il a pris fonction, quand le 5 mai 2022. Oui. Mais vos prédécesseurs, par exemple, avaient semble-t-il... Je ne peux pas rendre compte de mes prédécesseurs. Moi-même, j'ai pris fonction le 5 mai. Donc, vous voulez, qu'est-ce que je peux faire? Mais ils agissaient au nom de la fédération. Oui, mais ils agissent au nom de la fédération. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont comptables de leurs actes. Moi, je suis comptable de mes actes et je suis comptable de ce que j'ai fait. Et le président dit ce dialogue est comptable de ses actes. Il sera jugé après. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de ceux qui sont passés. Ceux qui sont passés, ils sont passés. Maintenant, c'est un air nouveau. Il fallait de l'avant. Maintenant, aux affaires, on retient que ça maintenant que l'avis a été lancé justement pour rénover le centre des métiers de Benjerville. Absolument. Il sera fait avant la CAN, avant le début de la... Non. Alors, sur le travail qui a été fait au niveau du centre technique, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a rénové le stade de football qui est là-bas pour que justement ce stade-là soit un site d'entraînement pour les équipes qui vont venir. Et les équipes qui seront là-bas ont déjà visité le lieu. Ce stade, la pelouse a été totalement reprise. Ce que la fédération, elle va faire maintenant, c'est surtout pour pouvoir loger nos équipes jeunes, pour pouvoir développer le football. Donc, il y aura un centre d'hébergement, il y aura un hôpital qui va être construit, il y aura une piscine rénovée. Toute la commodité pour pratiquer le sport. Voilà, pour qu'on ait un centre technique véritablement opérationnel. C'est ce qui va être fait. Et là, le projet avance très bien. Nous sommes à la phase de préqualification. Et puis après, on fera l'appel d'offres et les travaux vont commencer. Élisée. L'une des conditions, je pense, pour le succès d'une équipe de football, c'est la sérénité au sein de l'effectif, aussi bien dans les vestiaires que sur le terrain. Mais là, il y a quelques jours, quand même, on a commencé à lire dans la presse ce qu'on pourrait appeler le Zaha-gate, en fait. C'est-à-dire que le joueur Wilfried Zaha, qui aurait renoncé à revenir en sélection et qui aurait décrit un ensemble de, disons, de dysfonctionnements qu'il ne supporterait pas. Or, on sait aussi qu'il y a quelques mois de cela, plusieurs parmi les Ivoiriens s'interrogeaient sur l'absence périodique de M. Seko Fofana, qui venait, selon les indiscrétions, qui choisissait ses regroupements et ses matchs. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Quel est le mode de fonctionnement de la sélection? Y a-t-il des gens qui ont des passe-droits ou tout le monde est logé à la même enseigne? Vous savez, un entraîneur, il est responsable de ses choix. Et l'équipe qui est en place aujourd'hui, je veux parler du comité exécutif, je veux parler de la politique du président Yacine Diallo. Ce n'est pas de faire le travail de l'entraîneur à sa place. S'il a recruté un entraîneur, c'est pour que l'entraîneur fasse son travail. Et donc, l'entraîneur, quand il prend fonction, il a une équipe autour de lui. Donc, tout de suite, il check pour voir les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens les mieux en forme du moment. Il arrive à faire une short list de 50 joueurs qu'il répertorie sur tout l'étendue de tous les continents, de là où le ballon roule. Et il a donc son groupe de 50. À partir de ce groupe-là, il fait des choix pour faire ses matchs. Donc, quitte à lui de vous appeler ou de ne pas vous appeler, ce n'est pas ce que vous décidez qui est important, c'est ce que lui décide. Donc, il vous appelle. Mais avant de vous appeler, il a une approche. Il est allé voir individuellement ses joueurs, ses gamins, il a parlé avec eux, il les a convaincus de son projet et de son envie de les faire jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc, il a eu leur accord. Maintenant, après, il regarde qui est en forme. Oui, mais M. Amand, le sens de la question, ce n'est pas qu'il ne choisit pas un tel ou un tel. Le sens de la question, c'est qu'il y a certains qu'il choisit, mais qui décident, eux, à leur niveau, de choisir les matchs qu'ils doivent jouer ou les regroupements qu'ils font. Est-ce que vous avez une seule preuve d'un seul joueur? Non, justement, c'est pourquoi je vous ai dit, dans la presse, on a lu, c'est pourquoi j'ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Vous nous donnez les informations maintenant. Voilà, donnez-nous les informations. Donc, s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés, c'est ce que vous nous dites, en fait. Justement, je suis une voix autorisée pour vous dire, au lieu d'écouter les 8 dires, le directeur exécutif de la Fédération Qualité, je vous dis que l'entraîneur a une short de 50 joueurs. À l'intérieur de cette liste-là, il fait ses choix en fonction de la forme du moment du joueur. Donc, s'il estime qu'un joueur n'est pas prêt, il ne le convoque pas. Maintenant, il peut arriver qu'un joueur décline une convocation en sélection nationale. Mais ça s'est fait sur avis médical. C'est-à-dire que moi, je suis ici, je vous convoque pour vous répondre. Mais si vous avez un problème de santé qui est confirmé par votre club, écoutez, on ne peut pas déplacer quelqu'un qui est malade pour venir s'asseoir. Voilà la réalité. Alain Toussaint, une dernière question. Allez-y, et après je vais terminer sur une question. Parce que j'aimerais bien comprendre, quand un joueur dit des choses dans la presse,
qui se retrouvent sur les réseaux. Est-ce que vous, en tant que FIF, ce n'est pas peut-être votre job de pouvoir essayer de faire une corrélation avec ce que le joueur dit et l'entraîneur, où l'entraîneur, il est libre de faire ce qu'il veut et le joueur, il dit des choses, mais on ne l'écoute pas et il est en souffrance et ça pourrait créer quelque chose dans la sélection. Alors souvent, les gens rapportent des propos qui ne viennent pas réellement des concernés. Très bien. Alors moi, je ne vais pas stigmatiser les choses, mais souvent, c'est des propos qui sont rapportés. Ou alors, quelquefois, c'est des propos qui sont sortis de leur contexte. Ce qu'il faut savoir, un entraîneur, j'allais même, ce n'est pas un entraîneur, j'allais dire le sélectionneur, il a un groupe de personnes où il fait ses choix. Maintenant, il peut arriver qu'un joueur ne soit pas au mieux de sa forme. On ne l'appelle pas, mais ce sont des hommes, il peut avoir une réaction. On peut peut-être sentir de la frustration si on n'est pas convoqué. Cela n'empêche pas de faire un commentaire. Mais ce qui est important, c'est que l'entraîneur, et croyez-moi, aucun homme au monde ne peut travailler pour un échec. Tout son travail pour aller de l'avant. Donc, un entraîneur qui a été recruté pour un pays, il ne vient pas pour échouer, il vient pour réussir. Et tout ce qu'il doit faire doit aller dans ce sens. Très bien. Alain Toussaint, dernière question. L'une des conditions de la relation avec l'entraîneur Gassé, c'est le succès de la CAN. Et en cas d'échec, qu'est-ce qui est prévu? La rupture du contrat? Mais M. Gassé, il a un contrat écrit en bonne et due forme. Il a pris connaissance de ce contrat. Son contrat, c'est un contrat de 2 ans, depuis qu'il a pris fonction. D'objectif? Renouvelable ou pas. Il y a un objectif bien précis. Cet objectif-là, faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible. Et si Dieu le veut, que nous gagnions la CAN. Alors, aille le plus loin possible ou remporte la CAN. C'est quoi l'objectif? J'ai bien pesé mes mots. Oui, mais le plus loin possible, ce qu'il a dit, il dit le plus loin possible. J'ai bien dit le plus loin possible. Et si Dieu le veut, j'ai dit bien, le plus loin possible, si Dieu le veut, gagner la CAN. Alors, on a dernière question, Alain. Tous ces caprices de stars-là ne vous amènent pas peut-être à regarder davantage les joueurs du championnat de football pour qu'ils aient leur place dans les différentes sélections? Parce que chaque fois, on a une sélection de footballeurs importés, alors qu'on a un championnat qui peine à mobiliser la population. Je pense que vous êtes quand même pris entre deux eaux. Est-ce que vous allez faire un choix? Ben non. En tant que responsable, en tant que gestionnaire, vous savez, ce genre de situation... Enfin, un choix équitable, je veux dire. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ce que je dis, qu'un entraîneur, il choisit ce qu'il a de meilleur. Oui. Et c'est ce qu'il pense de meilleur pour réussir sa mission. Donc, si M. Allah est entraîneur, il a sa vision, il a son orientation, il va chercher les hommes qui vont lui permettre de réussir sa mission. Si c'est Christelle qui est là, elle a sa vision. Donc, vous ne pouvez pas accepter que l'entraîneur réfléchisse forcément. Vous n'allez pas imposer qu'il réfléchisse comme vous voulez réfléchir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il reçoit des consignes pour faire son travail et donner le meilleur de lui-même pour que la Côte d'Ivoire ait le meilleur visage possible. Merci beaucoup, on a terminé, on a dépassé le temps. Toutes nos excuses, mais en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir avec vous, Monsieur Armand Désiré Gourou. Vous êtes directeur exécutif de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. On espère vous avoir, juste voilà, pour encore éclairer nos lanternes sur quelques points. Merci beaucoup. Alain Toussaint, Élisée Boloubeux, merci de nous avoir suivis. Merci également chez vous. Juste un mot. On a terminé. La Côte d'Ivoire vous appelle, les éléphants vous attendent. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour un autre grand talk. Bonsoir et merci encore. Merci bien.